été anesthésié. Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'était Hassan II qui meurt. On avait peur que le système s'écrase totalement et qu'on se retrouve dans une anarchie totale. Donc même les démocrates se sont dit, bon, il faut quand même mettre la pédale douce, ne pas trop pousser ce jeune roi qui arrive. En plus, et on ne le disait pas publiquement, mais on se posait des questions sur ses capacités à bien gérer le pays, qu'il lui fallait un temps d'adaptation, que ce n'était pas nécessairement le meilleur politicien du pays, etc., etc. C'est ce qui se disait dans les salons, évidemment, de façon confidentielle. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui avait bonne réputation. C'est la réalité. Le roi, en tant que prince héritier, avait bonne réputation. Et d'ailleurs, là, j'ouvre une parenthèse. Le roi est connu, c'est l'un des aspects de son activisme qui lui rend le plus service en termes d'image pour son intérêt pour le social, et plus précisément la campagne de solidarité nationale. Si je vous pose une question en vous demandant quelle a été l'année où a commencé où la première campagne de solidarité nationale a été organisée. Quand la première campagne de solidarité nationale a été organisée. Et qu'elle a été menée par Mohamed VI. C'était en quelle année à votre avis? 97. C'était 97. Est-ce que vous pensez une seconde que Hassan II aurait mis son fils en avant sans avoir calculé politiquement ce que cela voulait dire? Et pourquoi en 97? On était à la fin de la campagne d'assainissement. C'était l'Antibsari. C'est-à-dire, et je peux vous donner des détails, la fondation Wafa Bank distribuait le harira. C'était connu à Casablanca. En 96, la Fora leur a interdit la distribution de harira. En 97, c'est Mohamed VI qui était avec eux. Najet Mjid a eu tous les problèmes du monde avec la Fora. L'année d'après, en 97, Mohamed VI, à l'époque prince héritier, se fait photographier avec elle. D'ailleurs, il y a une image, pour rigoler un petit peu, à chaque fois que je rencontre Ahmed Snoussi Bziz, je lui rappelle une photo qui a été publiée à la une du matin du Sahara, à l'intronisation de Mohamed VI. Il s'est fait photographier avec Mohamed VI, avec Mjid, etc. Je crois au théâtre de Rabat, parce qu'il y a une espèce de grand-messe où, soi-disant, la société civile est venue dire tout l'amour qu'elle avait pour Mohamed VI. Et parmi les gens, il y avait Ahmed Snoussi Bziz, qui aujourd'hui est interdit de spectacle, ou quasi interdit de spectacle au Maroc. Donc même cette idée du prince héritier Mohamed VI comme étant le parangon de la solidarité nationale, et d'ailleurs, je ne suis pas en train de mettre en doute sa sincérité dans cela, c'est pas ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Mais ce que je veux dire, c'est que affirmer que c'est lui qui l'a décidé tout seul et que... Non, c'est venu dans une évolution particulière sous l'égide de Hassan II. Donc, c'était quelqu'un de populaire, de quelqu'un qui, tout le monde, il y avait un quasi-consensus sur sa personne. Et cela a mené, c'est pour dire que c'est notre faute à tous, je veux dire, s'il y a eu ce débordement. C'est que finalement, il n'y avait plus, même en termes de débat, même dans les salons, il n'y avait plus de contre-pouvoir. Même en termes de mots, c'est-à-dire que ces jeunes, à mon avis, escervelés qui l'ont entouré et qui lui ont fait courir un risque. D'ailleurs, la preuve, c'est ce qui se passe aujourd'hui le 20 février et l'utilisation de ces slogans-là qui ont mis en danger la monarchie avec cette politique qui, à mon avis, est suicidaire et que si un jour la monarchie disparaît, dans les semaines, enfin certainement pas, dans les mois, je ne pense pas qu'elle disparaîtrait, mais si elle est en réel danger, je peux vous assurer que cet élément-là va jouer un rôle très important parce qu'il est indéfendable. FCCOM est indéfendable. L'histoire de l'affichage, en mettant pression sur les communes, en payant moins que les concurrents, en excipant du fait que c'est le roi, c'est indéfendable. Vous ne pouvez pas me dire le roi dans le Harira, il a à cœur de combattre la pauvreté, alors qu'il prend de l'argent des communes qui font les routes et qui justement aident à une meilleure vie urbaine. Il y a comme une légère contradiction en cela. Donc ces gens-là se sont crus autorisés de faire ce qu'ils ont fait, en se sucrant au passage, puisque ces gens-là sont devenus extrêmement riches eux-mêmes à titre personnel, grâce à des opérations boursières très douteuses, grâce à des délits d'initiés, etc., etc. Donc ils avaient une motivation personnelle particulière pour pousser le roi à faire ça, et puis lui aussi, son incapacité à comprendre les implications politiques de cette évolution-là. Alors qu'est-ce que ça a donné? Pratiquement, ça a donné que le roi aujourd'hui est le premier entrepreneur du pays, qu'il est à la tête du premier groupe bancaire du pays, ce qui n'était pas le cas de Hassan II. Ça a donné des bêtises d'un point de vue politique énormissime, l'achat de brasseries du Maroc. Alors bon, on nous rabâche les oreilles sur l'importance de la commanderie des croyants. Là aussi, bon, moi ça ne me pose pas de problème. Le problème ici n'est pas... Je n'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un détienne les brasseries du Maroc.
Mon problème, c'est qu'il y a un problème de cohérence. Vous ne pouvez pas mettre des gens en prison parce que vous avez décidé que le vrai islam, c'était l'islam malikite et que Hassan Ktani est en prison parce que quand il appelle à la prière, il fait un seul appel au lieu de 3 et que ce n'est pas conforme au canon du malikisme, et en même temps gérer les brasseries du Maroc. Je veux dire, il y a une contradiction. Donc c'est une stupidité absolue. Ça a été fait sous Mohamed VI. Hassan II n'a jamais détenu une brasserie du Maroc, qui était en fait une filiale de la SNI, parce que quand ils ont pris le contrôle de la SNI, ils ont pris le contrôle aussi des brasseries du Maroc, qui est une affaire très, très juteuse. Ça a donné Macao. On a découvert grâce à Reuters et à l'AFP, en fait grâce à un journal, à une enquête d'un journal de Hong Kong, qui est un journal d'ailleurs très estimable, qui s'appelle South China Morning Post, à l'automne 2009, que le roi avait investi, avec d'ailleurs des gens qui sont apparentés à la mafia de Macao, dans des affaires de casino, et qu'en fait ça avait périclité, qu'il avait perdu beaucoup d'argent. On parle de dizaines, voire de centaines de millions d'euros dans cette affaire. Donc là encore, mieux, lorsque le journal a publié cette information, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit mais tu ne fais pas ton travail correctement. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit mais pourquoi tu vas jusqu'à Macao? Le roi est actionnaire de Mazagan. Indirect. Et c'était vrai. La SNI ONA avait pris le quasi-contrôle d'une société intermédiaire, d'une holding. Non seulement ça, ils ont publié un communiqué dans le Matin du Sahara, que le journal a repris, où ils disaient nous prenons le contrôle nous achetons ces actions-là pour diriger la politique d'investissement de cette compagnie. Et où investit cette compagnie tout de suite après? Elle investit dans Mazagan et le casino de Mazagan. D'ailleurs, le journal, 3 semaines après la sortie du journal, ils ont vendu leur participation dans cette holding intermédiaire. Et là, on est dans la bêtise pure politique. Est-ce que le roi a besoin d'investir dans ces casinos? Là encore, ce n'est pas un problème à la limite morale que je me pose, c'est un problème de cohérence politique. Ça vous dit quelque chose sur la capacité des gens qui gèrent le pays à le gérer. Et c'est un problème de cohérence. À la limite, on peut dire que c'est anecdotique, mais plus grave. Je vous ai parlé de la CGM tout à l'heure, et du fait que les élections à la présidentielle de la CGM étaient des élections animées, etc. Depuis 2006, il y a eu 2 élections à la CGM. À chaque fois, il y avait eu un candidat unique, le candidat de Sa Majesté. En fait, le candidat de Majidi et de Hassan Bou. Donc, il y a eu une perte de substance démocratique au sein de cette organisation. Vous n'avez plus aujourd'hui, les 2 dernières élections ont été des élections à candidat unique, qui était le candidat en fait choisi par les hommes du roi, et les autres prétendants étaient virés manu militari. Là aussi, je ne peux pas donner de nom, information que j'ai recoupée moi-même, mais la personne a refusé que je la publie, donc je ne l'ai jamais publiée. L'un de ses concurrents, je ne dirai pas lequel, vous pouvez le retrouver, n'a pas pu donc concurrencer le candidat du roi, parce qu'il se retrouvait avec un redressement fiscal absolument injuste, et on le menaçait de prison, de pénal. Le jour où il a décidé de ne pas se présenter, son affaire a été résolue. D'accord? Et ça c'est une information sûre que j'ai recoupée, mais que je ne peux pas publier parce que la personne ne veut pas que je dise le nom, etc. Donc il y a eu une véritable terrorisation du monde des affaires. Le problème avec le monde des affaires, que Hassan II avait compris, mais que nos amis d'aujourd'hui n'ont pas compris, c'est que vous pouvez prendre un maoïste et le kidnapper, et le torturer, et même le tuer pour qu'il ne fasse plus de manif, qu'il ne conspire plus contre vous. Vous pouvez prendre un islamiste d'Al Hassan et le faire disparaître pour qu'il ne conspire plus contre vous. Mais vous ne pouvez pas torturer un homme d'affaires pour qu'il investisse. Alors ça, c'est la pierre philosophale des dictateurs. Heureusement, ils n'ont pas encore trouvé de torture particulière qui oblige quelqu'un à investir. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit que la classe des affaires vote avec ses pieds. Or, le régime, pour la stabilisation du pays, a besoin que les gens investissent. Hassan II l'a compris, d'ailleurs Hassan II l'a compris même un peu tard, a essayé d'arranger les choses, il n'a pas réussi à les arranger, puisque l'investissement national, surtout dans tout ce qui est industrie, est resté très bas. Ce que nous avons eu, lorsque vous analysez les chiffres en détail de l'économie marocaine, vous vous rendez compte qu'il y a un transfert des richesses du peu d'industrie qu'on avait vers le foncier, vers la spéculation foncière, parce qu'il y a eu une libération de la réserve foncière. D'ailleurs, les fortunes qui se sont accumulées dans les années 2000 sous Mohamed VI, ce ne sont pas des fortunes de grands groupes industriels, ce sont des fortunes boursières, donc de coûts boursiers ou de coûts fonciers. Le cas le plus frappant d'ailleurs qui marie les deux, c'est le cas de Doha.
C'est le cas de Doha, qui est un scandale, mais absolu. Est-ce que vous trouvez normal que dans le logement social, d'accord, et qui dit logement social dit accès préférentiel aux fonciers, c'est-à-dire la communauté, le Mgharba, décide de donner à prix préférentiel des terrains donc qui n'obéissent pas à la loi du marché, dont le prix est plus bas que ce que le marché aurait pu payer, à des gens, parce que ces gens-là vont nous bâtir du logement social. Et que ces gens-là se fassent des marges de 40%. C'est-à-dire que l'appartement en carton-pâte que vend Doha à 200 000 dirhams, en réalité, il peut le vendre à 150 000 dirhams ou 140 000 dirhams. Vous imaginez ce que ce différentiel représente dans la vie des Marocains moyens ou des Marocains pauvres. Eh bien, c'est le cas au Maroc aujourd'hui. Donc, ça a donné cette prédation a eu un coût. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, ou si vous voulez, la stratégie, à mon avis, qui doit être adoptée parce qu'elle est en faveur, parce qu'elle est importante pour le bien-être de notre pays et de nos concitoyens, c'est que les militants pour la démocratie, notamment les militants du mouvement du 20 février, doivent aller au-delà des slogans. Ils doivent expliquer en quoi Majidi est nocif. Parce que même quand vous dites le roi est dans les affaires, ça ne parle pas directement aux gens. Il faut leur expliquer comment il y a destruction de valeurs, comment il y a destruction d'opportunités de création de richesses, comment il y a destruction d'opportunités de création d'emplois lorsqu'on laisse des Majidi et des Boumou comme des éléphants dans des magasins de porcelaine et qu'ils cassent la confiance dans l'économie du pays, et sous le regard du roi qui ne fait rien, qui apparemment jusqu'à aujourd'hui... Ça ne pose aucun problème pour eux. Ça n'a pas l'air de lui poser un problème majeur. Et c'est à mon avis l'effort que nous devons faire aujourd'hui. Dénoncer Majidi et dénoncer, si vous voulez, l'accès aux affaires d'une façon prédatrice est important. Ce qui est aussi important, je pense, c'est de remédier à la défaillance des intellectuels marocains en termes d'analyse de l'économie marocaine. Normalement, logiquement, on se serait attendu à ce que cette contestation économique soit le fait des économistes de l'USFP, etc. C'est-à-dire, normalement, on devrait lire des chroniques de l'Arbi Jaïdi dans la vie économique qui nous expliquent ces choses-là. Ou bon, Najib Arqsbi, lui, il le fait pas assez à mon goût, mais ce n'est pas pour des raisons politiques, mais parce qu'il a d'autres intérêts, il est beaucoup plus axé sur l'agriculture. Lui, son grand combat, c'est la fiscalisation de l'agriculture, qui est d'ailleurs la défiscalisation de l'agriculture, celui de dénoncer les hommes d'affaires, mais autre chose, lorsque la gauche a perdu le combat idéologique du capitalisme au Maroc. Oualalou, je vous invite encore une fois à lire Tihad Chiraki et Libération. Oualalou était contre les privatisations. Oualalou, son rêve aujourd'hui, c'est d'être nommé à la Banque mondiale. Oualalou a privatisé plus que ce qui était prévu dans les privatisations aujourd'hui, quand il était ministre des Finances. C'est une défaite idéologique majeure. Mais au moins, lorsque la gauche a perdu cette bataille-là, elle aurait pu en gagner une autre. C'est la bataille de la régulation de l'économie. Parce que la privatisation ne veut pas dire le capitalisme sauvage, et on voit les résultats du capitalisme sauvage. C'est la crise que nous vivons aujourd'hui mondialement. C'est parce qu'aux États-Unis, il y a un système qui est vicié. C'est parce que les campagnes électorales sont financées, on permet aux gens riches de financer les campagnes électorales, parce que les banquiers ont contrôlé Washington, qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, qu'ils ont mené non seulement, ils sont en train de mener les États-Unis vers la faillite, ils sont en train de mener le monde vers la faillite. Donc un capitalisme qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas régulé, est un capitalisme dangereux. Donc au moins gagner cette bataille-là. Et on la gagne comment cette bataille-là? En s'assurant que, et là ce dont je parle peut paraître technique, mais c'est absolument clé, que des organismes comme l'ANRT, l'Agence de régulation des télécoms, comme le CDVM, l'équivalent de la COP française ou de la SEC américaine qui contrôle la bourse, que la Banque centrale, parce que c'est un organisme de régulation, soit contrôlé à peu près démocratiquement. Que ce ne soit pas le petit copain de Majidi qui soit nommé à la Banque centrale, parce que Jouari a été récupéré, a été marginalisé par Hassan II, et récupéré par Majidi, que ce ne soit pas le petit copain, et ça c'est vraiment le petit copain de Boumou qui a été nommé à la tête du CDVM, qui est soi-disant le gendarme de la bourse, que ce ne soit pas le petit copain qui soit nommé à la tête de l'ANRT, ou quelqu'un qui est complètement domestiqué qui soit nommé à l'ANRT, que les gens qui sont nommés à ces postes-là soient des gens nommés par des commissions. Vous avez, je ne sais pas moi, le président du Parlement, vous avez une représentativité syndicale, etc., etc., pour qu'elles remplissent le rôle qui est absolument majeur dans le contrôle de